Bonjour tout le monde, bienvenue au Mock Draft 2024 de Sur la Bande. Cette année fait en collaboration avec la première ronde, donc je suis très content d'avoir de mes collaborateurs avec moi pour faire celui de cette année. Alex, que vous avez déjà vu sur notre épisode du U18, et puis son partenaire pour la première ronde, Michael. Euh, Alex, je te laisserai te représenter encore une fois. Oui, ben Alex, donc de la page La Première Ronde, que vous pouvez suivre sur Twitter et sur Instagram, grand passionné des espoirs du repêchage. Donc, bien content de faire ça aujourd'hui avec vous. Et Michael, pour te faire découvrir à nos nouveaux visionnaires, peux-tu te présenter un petit peu? Oui, oui, moi c'est Michael, je suis de la première ronde, je travaille avec Alex, je l'aide un petit peu dans ses vidéos et tout ça, on regarde ça ensemble, alors je suis très content d'être avec vous. Donc écoutez, cette année, on fait le format un peu différent que l'année dernière. Donc l'année dernière, moi, Jérémy et Jules, on avait fait notre mock draft en avance, puis après ça, on a juste présenté les choix. Cette année, ça va être une surprise. J'ai ma liste, les gars ont leur liste, on s'est séparé les équipes, puis ça va être un peu dans le style on se met dans la peau du GM, mais on prend quand même en considération les équipes, leurs penchants, puis on essaye de prédire le plus près possible ce que les équipes vont prendre, mais sans savoir ce que les autres vont prendre. Donc, un mock draft traditionnel, mais ça devrait ajouter un tout petit peu de fun. Écoutez, je ne sais pas s'il y a grand-chose à ajouter. On peut commencer. Donc, tout d'abord, je vous ai dit qu'on s'est séparé les équipes. Pour commencer, je vais avoir l'honneur de faire le choix avec le plus de suspense du repêchage. Le choix numéro 1 de San Jose. Après ça, Alex va nous donner son choix de Chicago. C'est là que le fun pourrait peut-être commencer, fait que vous n'aurez pas à attendre longtemps. Et puis après ça, Michael nous présentera le choix de Anaheim. Euh, à la fin, pour ceux qui regardent en format vidéo, je vais vous faire un visuel où on va faire comme un petit recap. C'est quoi nos surprises, qui est-ce qui est pas sorti dans la première ronde, qui est-ce qui est sorti plus tôt qu'on pensait, grâce à un petit visuel. Donc écoutez, sans plus tarder, avec le premier choix, les Sharks de San Jose choisissent Macklin Celebrini. Pourquoi? Ben parce que Celebrini, c'est ton joueur de franchise. À 18 ans, à NCAA, il joue déjà comme un pro. À chaque fois qu'on fait des épisodes puis qu'on parle de Celebrini, je vous le dis, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a ajouté dessus. C'est vraiment un joueur complet, un joueur autour duquel tu veux bâtir ton équipe. Puis San Jose, leur mind state, en arrivant dans le repêchage, ils vont vouloir prendre le meilleur joueur disponible. L'année dernière, ils ont pris Will Smith, le one-two punch, Celebrini, Will Smith. Rien à ajouter, là. C'est idéal pour San Jose. Excellent choix, Renaud. Donc, je prends la balle pour le deuxième rang avec les Blackhawks de Chicago et je sélectionne le défenseur Artyom Levchunov. Pourquoi je fais ce choix-là? Personnellement, si j'avais suivi ma liste, si j'avais été le directeur général des Blackhawks, j'aurais probablement pris Ivan Demidov. Mais on sait toutes les rumeurs qu'il y a à propos de Levchunov à Chicago. Il l'aurait suivi beaucoup cette année. Il aurait été souper avec lui même récemment. À ce qui paraît, on voit un excellent duo Bédard-Levchunov à Chicago, attaquant-défenseur. Donc, c'est pourquoi je peux taire les rumeurs et le prendre dès le deuxième rang. Là, j'ai une question pour toi, Alex, parce que c'était ton choix, mais pour vous deux. Cette fin de semaine ou cette semaine, début de semaine, il y avait le camp Gold Star Hockey en Floride, puis il y avait des mesurements. Écoutez, c'est rien d'officiel fait par la LNH pour le moment, mais il y avait des rumeurs comme quoi Demidov serait à plus proche de 6 pieds que 5 pieds 10 finalement. Donc un tout petit peu plus grand, plus costaud que ce qu'on pensait. Est-ce que tu penses que la journée du repêchage, ça va changer quelque chose au choix de Chicago? Je ne crois pas. Je pense que leur idée est déjà faite. C'est sûr que pour les équipes qui viennent après, ça pourrait changer un petit quelque chose, mais encore là, entre 5 et 11 et 6 pieds, on va dire 6 pieds 1, là, selon ce qui a été rapporté, mais on a vu des photos et je ne crois pas que c'est le cas. Je pense pas qu'il y ait une énorme différence dans la tête des recruteurs. Là. Parfait. Ben écoute, Michael, je te laisserai aller avec le troisième choix, le choix de Anaheim. Les Ducks, honnêtement, ont un choix assez difficile puis facile d'une façon parce que moi, dans ma tête, pour eux, ils vont prendre le joueur qui reste. Et le joueur qui reste pour moi, ça serait Demidov. Mais dans cette situation-là, j'ai un petit peu de misère à croire qu'ils vont le faire. Et je pense qu'il y a un défenseur pas russe qui pourrait sortir avec les Ducks et j'irai avec Sam Dickinson. Ce sera le choix des Ducks. Je crois que c'est plus leur type de défenseur.
je dis pas que ça serait mon choix personnellement, mais si j'avais à mettre un beau petit 2 je pense que Sam Dickinson va être un Ducks à la fin de la journée. Voilà. On a notre premier upset. On en parlait un peu avant le repêchage. C'est ça, ça s'explique un peu plus par la tendance de Anaheim qui ont vraiment pas tendance à aller pêcher dans les bassins russes. On avait 2 gros noms russes, Silaev puis Demidov qui auraient pu sortir là, mais vu la tendance des Ducks, Sam Dickinson, ça serait quand même un très bon choix. Puis ça ajoute quelque chose aux Ducks qui n'ont pas nécessairement en ce moment, dans le sens qu'il y a beaucoup de défenseurs offensifs, mais Sam Dickinson, oui, il y a de l'offense, mais c'est surtout pour sa dépense puis sa mobilité que tu vas aller le chercher. Fait que ça explique bien. Vas-y, Alex. Comme tu le disais, ça serait un ensemble de défenseurs impressionnants chez les Ducks. Là, à gauche, on aurait Mintikov, on aurait Zellweger, on aurait Dickinson. Ça serait assez impressionnant. Du côté droit, Tristan Luneau, évidemment. Fait que, écoutez, pour la prochaine ronde, on reste un peu dans le même ordre, mais là, c'est moi qui vais avoir la chance de choisir 2 fois. Donc, avec le choix numéro 4 de Columbus, ça va être moi. Après ça va être Alex avec le choix des Canadiens, donc peut-être celui que vous attendez. Et puis après ça, je vous reviens avec le choix de Utah. Moi, au numéro 3, au Ducks, je pensais que ce serait Silaev qui sortirait. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que je pense pas que ça va nécessairement changer le choix de Columbus. Oui, Columbus pourrait aller chercher Silaev, ajouter à une défense, même s'il y a une très bonne défense, elle est un peu vieillissante, puis Silaev rentrerait quand même bien dans leur timeline. Mais je pense quand même qu'ils vont se laisser tenter par le grand attaquant Caden Lindstrom pour le potentiel de peut-être aller ajouter à l'aile gauche ou bien au centre, cette versatilité-là. Puis ça amène un peu plus, ça compléterait vraiment leur top 6 qui s'en vient quand même déjà assez solide. Ça manque pas de muscles, mais quand on regarde les top 6 qui gagnent, c'est encore un plus gros plus d'avoir un joueur comme ça dans leur top 6. Donc c'est pour ça que je pense que Columbus reste avec leur plan, puis ils vont aller chercher Caden Lindstrom avec le choix numéro 4. Je vais y aller. Moi, je suis un petit peu surpris. Je comprends que c'est un petit peu le choix logique du gros bonhomme et tout ça. Ils l'ont vécu avec Pierre-Luc Dubois. Je ne suis pas sûr qu'ils ont été satisfaits tant que ça. Moi, on a parlé justement juste avant que Demidov, rendu peut-être à 6 pieds 1, que là, il y a des entrevues, il jouerait une saison en KHL et après ça, il pourrait déjà signer dans la Ligue nationale. Moi, je pense vraiment qu'il pourrait tanner beaucoup les Blue Jackets. Alors, j'ai hâte de voir pour vrai, lui, le Lidstrom, là, ça va être très serré pour le choix des Blue Jackets. Je suis d'accord avec toi, mais là, c'est ça, moi, ce qui me... Tu sais, un peu, c'est je dois dire, j'ai été quand même influencé par la situation de Michkov l'année dernière. Je sais que c'est différent, je sais qu'il y avait plus de controverses autour de Michkov, mais quand même, c'est un joueur, quand il n'est pas sorti dans le 2, 3, 4, ok, tu t'attendais à le voir sortir, finalement, il est descendu un petit peu plus bas. Je pense que Demidov, on pourrait voir la même chose. Puis c'est aussi l'aspect que Columbus, idéalement, ce serait vraiment sur l'aile gauche qui aurait besoin d'aide, même si ils n'ont pas absolument besoin d'aller chercher de l'aile gauche. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, mais je pense qu'ils pourraient faire le choix un peu plus boring puis aller chercher Caden Lindstrom. Alex, je te lancerai avec le prochain choix. Écoute, je suis assez content en ce moment. J'ai pas de choix à faire entre Lindstrom et le joueur que je vais choisir. Si je suis Kentio, je cours sur le stage pour faire ma sélection et je prends Ivan Demidov du SKA de Saint-Pétersbourg. Pourquoi? Ben, le Canadien, c'est absolument ce qu'ils ont besoin. Un élément offensif dynamique, une bougie d'allumage offensivement pour faire un excellent duo, par exemple, avec Juraj Slafkovský. Si tu viens mettre Kirby Dach au centre avec ça, là, ça fait un excellent trio. Donc, je pense que c'est exactement ce que le Canadien a besoin. Oui, il y a le facteur russe, mais on réglera ça plus tard. Et on a Nick Bobrov dans l'organisation aussi qui a des bons liens avec le SKA. Donc, je pense pas que c'est un problème. Bon, là, ça nous amène au premier choix de la nouvelle organisation qui est en fait les anciens Coyotes, Utah. Je sais qu'il y a eu un peu de changement, mais rien de trop drastique dans leur champ de repêchage. Puis là, quand on regarde le repêchage passé, on pourrait se dire, bon, ils vont sauter sur Silaev, un grand défenseur russe, il adore ça, mais justement, moi je pense que c'est l'année où ils vont essayer de casser la tendance un peu. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'aller chercher un Silaev quand, dans leurs 2 derniers choix de première ronde des 2 années précédentes, ils sont allés chercher Simachev
et l'autre année d'avant, Lamoureux. Moi, je pense pas. Après, tu sais, voir Silaev sortir du top 6, ça serait surprenant, mais quand même, moi, je pense qu'ils vont aller chercher encore un défenseur à cause de la qualité des défenseurs qui sont disponibles, mais un défenseur un peu plus offensif en allant chercher Ziv Bouyam, le défenseur offensif le moins risqué dans ceux qui restent. Leur autre option, ça aurait été Zane Parek, mais moi, je suis convaincu que Ziv Bouyam va sortir avant, juste parce qu'il amène plus cet aspect-là two-way, même si potentiellement que le plafond offensif est un tout petit peu moins haut. Je peux y aller. Moi, j'adore ce choix-là, Renaud, pour Utah. Bouyam, personnellement, je l'ai 3e sur ma liste. Je trouve que c'est un fit parfait pour Utah. Ils n'ont pas nécessairement de corps arrière sur le jeu de puissance. Là, c'est Sean Durzi qui était là l'année dernière. C'est parfait pour eux. Je suis pas gêné de dire que c'est mon défenseur préféré du repêchage. Ben, c'est ça. Ziv Bouyam, moi, ce que j'aime, c'est un défenseur. J'ai l'impression que je le dis, ça fait 2 podcasts où j'en parle, puis je le dis, c'est que ses erreurs sont un peu exagérées parce qu'il saute vraiment aux yeux. Donc, tu sais, quand tu es un défenseur qui dépend beaucoup de ta première passe, ben, quand tu vas les rater, tu vas faire souvent des turnovers, mais c'est un problème qui est quand même facile à régler. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sautent aux yeux, qui font penser aux gens qui regardent un petit peu moins ça que, hey, lui, il a des gros problèmes, il a un moins bon hockey sense, mais en vrai, je trouve pas que ces problèmes de hockey sense sont tant plus gros que ça qu'admettons un Sam Dinkinson que tout le monde met super haut. Fait que pour les 3 prochains choix, les gars, je vous laisse y aller. Michael en premier avec le choix de Ottawa. Après ça, ça va être Alex avec le choix de Seattle. Et puis après ça, on retourne à Michael pour le choix de Calgary. Moi, je suis très, très heureux de faire le choix des Sénateurs. C'est mon équipe préférée. J'ai été déçu dans le passé avec des choix très douteux que je veux pas trop rappeler, mais je vais dire Tyler Boucher. Alors, cette année, il faut pas se tromper. Beaucoup de rumeurs aujourd'hui sur le fait que les Sénateurs pourraient changer leur choix pour se reculer avec les Flyers, mais on peut pas trop s'avancer là-dessus aujourd'hui. Alors, je m'explique. Les Sénateurs d'Ottawa, dans cette situation-là, avec les joueurs qui sont sortis juste avant, n'ont pas le choix de repêcher Iginla, Tej Iginla. C'est un fit parfait. Je sais que tout le monde va parler d'un défenseur droitier avec les Sénateurs. Je suis au courant de tout ça. Mais je vois pas comment un défenseur offensif comme Parek pourrait les aider quand la défensive est déjà très offensive. Alors, peut-être qu'un Chekron va bouger, peut-être qu'un Chabot va bouger, mais un Iginla serait parfait. Un leader, les Sénateurs ont besoin de joueurs avec du leadership, pas besoin de parler de la carrière de son père. Alors, honnêtement, j'aimerais beaucoup ça qu'ils prennent TJ Iginla, mais je pense aussi qu'ils les intéressent énormément, les Sénateurs. Ça va être intéressant à voir parce que ça dépend vraiment, en fait, je pense, quand tu arrives à ce choix-là, ça dépend vraiment de l'opinion que les gens ont. De justement, toi, tu dis que la défense de Ottawa ne manque pas d'offense. Ça va vraiment dépendre de l'opinion que les gens ont de Thomas Chabot puis de Sanderson. Est-ce que, oui, ils peuvent amener de l'offense, mais est-ce que c'est assez pour Ottawa ou bien ils ont besoin d'ajouter justement le Parek avec un petit peu de piquant d'un côté où ils ont besoin ou bien, tu sais, ils se satisfont avec ce qu'ils ont. Mais j'aime beaucoup ton choix quand ça fait bien. Je suis très d'accord, puis je me suis ostiné un petit peu avec les gens, puis tout ça là-dessus, sur des choix comme ça, mais c'est juste que je trouve que les Sénateurs ont tellement de difficultés à défendre que je vois pas comment que Zane Parek pourrait les aider, mais je comprends qu'il y a des gens qui disent qu'il pourrait amener quelque chose de plus à la défense. Peut-être enlever un petit peu de poids sur les 2 autres défenseurs, dans le sens si tu le mets sur le premier powerplay, en tout cas, ça fait une chose auquel ça permet à Chabot et Sanderson de justement focuser un tout petit peu moins sur l'offense. Après, je pense que ça serait un choix explicable, mais que le choix de TJ Iginla rentre super bien aussi avec Ottawa. Yes. Donc, pour Seattle, je veux juste renchérir sur le choix des Sénateurs en disant que un trio Brady Tkachuk, Ridley Gregg et TJ Iginla, ça va être tannant à Ottawa dans les prochaines années si c'est le choix qu'ils font. Devrait être beau à voir et tannant à jouer contre pour les autres équipes. Pour ce qui est du Kraken, je veux commencer à bâtir ma défensive si je suis eux et je suis extrêmement content de la tournée des événements. Je saute sur le défenseur russe Anton Silaev au 8e rang et je suis très content. Donc,
Le Kraken n'ont pas nécessairement des bons éléments dans leur banque d'espoir à la défensive. Ils ont Riker Evans, Ty Nelson, mais c'est à peu près tout. Des bons éléments à l'attaque avec Shane Wright, Matty Beniers, mais c'est important ici d'ajouter un défenseur pour eux. Là, si je peux me permettre sur le choix de Seattle, je pense que si Silaev tombe à leur choix, ils vont se réjouir. Tu sais, c'est excellent. Par contre, c'est un peu un couteau à double tranchant parce que il manquerait justement un peu ce qu'on disait avec Ottawa. Chez Seattle, je pense que c'est vraiment, tu sais, il n'y a pas grand monde qui vont nous dire que leur défense amène assez d'offense. Fait que eux, je pense que leur scénario idéal, ça serait pas un Parek, mais un Bouillum qui drop. Après, est-ce que ça va arriver? Ça m'étonnerait. Puis c'est sûr que Silaev, c'est un super bon compromis, mais ça les laisse quand même avec un problème futur à remédier, même si c'est un excellent choix. Parek et Yakemchuk auraient pu être des bons choix ici à ce moment-là, mais je voyais tellement Silaev en haut de ces deux-là que j'avais pas le choix de le prendre. Oui, c'est sûr. J'y vais avec les Flames de Calgary. J'en ai parlé là, dans cette situation-là, c'est Zane Parek. Je pense qu'il aimerait ça que TJ Gina glisse à eux, mais là, les sénateurs leur couperaient l'herbe sous le pied. Alors, Parek serait un défenseur qui pourrait jouer sur le premier powerplay avec eux. Ils n'ont pas vraiment de talent à la défense dans leur prospect. Alors, je trouve que honnêtement, Parek fait très bien avec les Flames. Je suis d'accord avec toi, puis avec les Flames, avec les moves qu'on a vus, le move en fait qu'on a vu les Flames faire maintenant, je pense que eux c'est vraiment aujourd'hui je parle de Markstrom qui s'en va aux Devils là. Je pense que Calgary vont vraiment être dans la situation où ils peuvent aller prendre le risque. Si tu vas prendre Zane Parek, c'est pour son plafond offensif, ce qu'il peut devenir. C'est pas le joueur le plus complet, c'est pas le joueur qui va être dans la LNH le plus rapidement. Mais si tout va bien, puis il continue à s'améliorer comme il a fait cette saison, ça pourrait devenir vraiment un des meilleurs défenseurs offensifs de la ligue. Fait que Calgary vont un peu mettre du cash, comme on dit, sur ce scénario-là, puis ils peuvent se permettre de le faire sans trop se mordre les doigts après si ça rate pas, même si, écoute, personne ne veut gaspiller un choix autant haut que ça. Ben, écoutez, les gars, si il y a personne qui a ajouté quelque chose sur le choix de Calgary, je nous lancerai avec le 10, 11, 12. On retourne à nos bonnes habitudes. Donc, je vais commencer avec le numéro 10. Après ça, ça va être Alex avec le choix numéro 11 de Buffalo. Et puis, numéro 12, ça va être Philadelphie, s'il n'est pas échangé, avec Michael. Le choix numéro 10, je pense que je vais causer des débats. Il est loin d'être à ce même rang-là sur la liste de mes joueurs préférés. Mais je vais y aller avec Yzerman. Pourquoi? Parce que moi, ce que je dis depuis le début, c'est que Yzerman, si tu le mets tout seul, c'est pas le type de joueur que je veux bâtir mon équipe autour. Par contre, si tu le mets dans une situation où il y a des bons joueurs offensifs autour de lui pour le setup, je pense quand même qu'il peut rentrer dans son potentiel de, tu sais, les gens qui disent que c'est potentiellement un marqueur de 40, 50 buts. Je pense qu'il dépend vraiment de la situation. S'il se fait mettre dans cette bonne situation-là, je pense qu'il pourrait vraiment rentrer dans ce potentiel-là. Et puis, à New Jersey, avec des Isher, des Brad qui sont, oui, bons eux-mêmes offensivement, mais sont aussi super bons pour élever les joueurs autour d'eux. Je pense que le potentiel offensif de Yzerman, de venir compléter leur top 6, d'être la pièce qui manque, l'étincelle qui rendrait New Jersey une des meilleures équipes de la Ligue, ça vaut le coup, puis selon moi, ils le font. J'aime le choix, honnêtement. Pour New Jersey, on avait tenté le coup avec Alexander Holtz en 2020, essayer d'aller chercher un marqueur pour venir compléter justement ce noyau-là. Ça n'a pas nécessairement marché. Donc peut-être qu'on devra se réessayer avec un Yzerman. J'aime pas le joueur, mais j'adore le choix. Bon, on est tous pareils. Ben, je te laisserai, Alex, y aller avec le choix numéro 11 de Buffalo. Parfait. Donc, pour Buffalo, une organisation que c'est pas évident à repêcher pour eux, je vous avoue, ils ont un bassin d'espoir et de jeunes joueurs qui est plutôt petit en gabarit. Ce qui reste sur le tableau, il y a un gros joueur, il y a surtout des défenseurs et d'autres petits attaquants également, dont un que j'adore. Mais idéalement, on voudrait se grossir. Donc, c'est pourquoi je prends Beckett Seneca pour les Sabres au 11e rang. Donc, un joueur qui a grandi de 5 pouces, si je ne me trompe pas, dans la dernière année. Donc, il est rendu à 6 pieds et 3, qui a des mains en or. Moi, j'adore ce joueur-là. Une bonne accélération, un bon passeur aussi, une longue portée qui est capable de bien rejoindre ses coéquipiers. Seneca pourrait bien se greffer
au groupe déjà très talentueux des Sabres. J'ai eu tellement de misère, moi, à prédire ce choix-là. Est-ce qu'ils vont avec un gars plus safe comme Elenius, Nygaard pour ajouter à leur middle six parce qu'ils pensent qu'ils sont proches d'aller gagner la coupe? Est-ce que justement ils vont avec Seneca pour aller avec un choix un peu plus flashy? Ou bien est-ce que ils vont prendre un grand défenseur comme coudonc, le nom m'échappe, mais en tout cas. Yakemchuk, ça pourrait aussi, mais celui de la Norvège. Solberg, ouais. Ça, ouais. Est-ce qu'ils vont faire ça? J'ai eu beaucoup, beaucoup de misère, mais je pense que ta logique est très bonne. Mais je suis content que Alex prenne ce joueur-là et qu'il pense de cette façon-là parce que les Sabres ont si bien repêché dans les dernières années, mais toujours le même moule de joueurs parce qu'au rang qu'ils étaient, c'était toujours un joueur qui glissait parce que de petits gabarits avec beaucoup de talent. Puis il y en a un que c'est à moi de repêcher avec les Flyers que je vais probablement sortir là. Mais je vais le dire tout de suite, les Flyers, je vais y aller avec Berkey Catton. Parce que je pensais vraiment qu'il pourrait sortir au Sabres. Parce que c'est le type de joueur que les Sabres ont repêché énormément dans les dernières années. Puis je suis content qu'Alex fasse ce choix-là pour les Sabres. Puis je pense que les Flyers seraient très contents aussi d'avoir Catton, qui va aller aider Michkov. Ils ont besoin de talent offensif. C'est pas une équipe avec beaucoup de skills. Ils ont aussi besoin d'un défenseur gaucher pour aider Bunk et Drysdale, mais dans cette situation-là, je peux pas croire que les Flyers ne prendront pas Catton. Écoute, Catton, c'est mon coup de cœur du repêchage. Je l'ai 5e sur ma liste. Il est 2 rangs plus haut que Beckett Seneca, mais justement, comme tu parlais, Michael, pour le fit, pour les Sabres, avec leur banque de jeunes joueurs qui sont tous des petits joueurs comme Savoie, comme Benson, etc. C'était juste le choix logique d'y aller pour le plus gros bonhomme. Ouais, puis écoute, avec le choix numéro 12 là, des Flyers, je pense que Catton, ça serait juste parfait pour eux. Puis, tu sais, moi aussi, je l'avais mis là, puis je l'ai 3e dans ma liste. Là, fait que, tu sais, je le vois vraiment dropper. Puis, effectivement, j'y ai pensé, est-ce que Buffalo prenne encore le risque? Mais l'année dernière, ils l'ont fait avec Benson. Ils vont pas le refaire cette année. Je pense qu'ils peuvent prendre un petit peu plus de risques. Puis, les Flyers, au centre, il y a Frost, il y a Couturier qui est en fin de carrière. Mais, tu sais, il leur manque ce gros centre-là, ben ce gros nom, là, pas dans le sens en taille, mais ce centre-là autour de qui bâtir, qui peut rendre les autres autour de lui meilleurs. Puis Catton, c'est idéal pour eux. Pour les 3 prochains choix, en numéro 13, ça va être Minnesota. Je reviens et puis je fais ce choix-là. Je suis content de ne pas avoir les 2 autres en dessous parce que je commence à me poser des questions là, en regardant ma liste et ce qui sort. Puis en numéro 14, avec San Jose, leur 2e choix, comment est-ce qu'ils vont aller complémenter Celebrini? Ça va être Alex. Et puis numéro 15, Détroit, ça va être Michael. Pour lancer le bal avec Minnesota, moi, il y a un choix très clair qui m'est sauté là, quand j'ai vu la liste, quand j'ai vu les repêchages passés de Minnesota. Moi, je pense qu'ils vont aller prendre le risque avec le défenseur droit, Yakemchuk. Minnesota, c'est une très bonne équipe défensivement, mais justement défensive avec Yakemchuk. Ils ont un joueur qui a déjà à la base, pourquoi est-ce que le projet est intéressant? C'est parce qu'il y a le build pour être très solide défensivement, même si en ce moment, son hockey sense ne suit pas. Il y a le build pour un gars qui pourrait faire mal en défense. Puis, l'attrait, c'est vraiment le côté offensif. Yakemchuk est super mobile, a des super bonnes mains, puis est énorme, fait que ça pourrait vraiment être une problématique. Puis Minnesota a déjà une super bonne offense, mais tu ajoutes Yakemchuk sur le power play, sur la ligne bleue dans un potentiellement premier pairing ou deuxième pairing, puis ça vient juste un peu... Tu sais, c'est une équipe contre qui, excusez les ça va être ultra chiant de jouer là, avec ce joueur-là. Parfait. Je peux y aller, si je ne me trompe pas, c'est San Jose au 14e rang. Exact. Tu viens de me voler mon joueur, Renaud, pour les Sharks. Là. Excuse. Les Sharks, idéalement, avec les Celebrini, avec les Smith, avec les Quinton Mustier, William Eklund, on voudrait repêcher un défenseur ici. Puis ça va être le cas. Mon choix aurait été Yakemchuk. Mais dans le cas présent, je vais y aller avec le défenseur norvégien Stian Solberg au 14e rang pour les Sharks. Pour venir compléter un peu le noyau de jeunes qu'ils ont déjà. Excellent, j'aime ça. C'est un des défenseurs les plus le fun à regarder juste pour le fait qu'il frappe comme un train. Honnêtement, il est quasiment dangereux.
j'adore ce choix-là. Je me demande vraiment s'il peut sortir top 15. Mais je pense qu'une équipe comme les Sharks ou n'importe qui pourrait tomber en amour avec lui et le prendre top 15. Ouais, je pense vraiment qu'il faut que le repêchage se déroule comme en ce moment. Parce que s'il avait resté un Parex, s'il avait resté un Klimchuk, il pourrait sortir aussi au 15e rang avec les Red Wings, mais là, il a déjà été pris. Mais c'est un très bon choix. Je vais y aller, moi, c'est à mon tour avec les Red Wings. Ouais. Une équipe qui repêche souvent des joueurs conservateurs, on peut dire même beige, l'expression, avec une identité précise. Puis honnêtement, on dirait qu'il y a juste seulement un joueur que je vois avec eux sortir là, c'est Michael Branson-Nygaard. Honnêtement, un attaquant qui pourrait jouer sur le 3e trio, peut-être le 2e s'il se développe super bien, qui frappe fort. Alors, honnêtement, je crois que ça va être un choix pour Détroit. Elenius, te tentais pas? Non? Mais les deux, ça serait ça le questionnement. C'est juste que je pense, Nygaard, vu qu'il sort de la SHL, puis on sait que c'est comme une ligue coup de cœur. Moi aussi, je pense que en rentrant dans le repêchage, Détroit vont espérer que Nygaard est encore disponible là, puis il y a de fortes chances qu'il soit, puis que justement, si ça arrive, puis même si Elenius n'est pas sorti, moi dans le mien, il était sorti plus tôt, mais même s'il arrive au jour du repêchage, puis il n'est pas là, il y a quand même de fortes chances que Nygaard, ce soit un joueur qui ont quand même avant lui, juste à cause, en se basant sur leur passé. Là. 100%, puis Elenius, c'est on en parle, là, mais c'est un joueur qui commence à glisser dans notre mock. Honnêtement, oui, les Wings pourraient le prendre, puis je serais pas surpris, mais on dirait qu'ils ont drafté des joueurs un peu pareils à Elenius, alors il manque un peu de grit dans cette équipe-là. Et c'est une équipe qui est difficile à juger. Eisenman fait souvent des choix qu'on se dit « Oh, OK, c'est un choix un peu douteux, mais après coup, c'est un bon choix. » C'est juste qu'ils sont durs à prédire. Vraiment. C'est vrai que Danielson pourrait faire le même travail là, dans la Ligue nationale que Elenius, possiblement. Bon, écoutez, pour continuer ça, je vais faire quand même une préface pour parce que là, on rentre dans les 16, donc à la moitié. Moi, pour la deuxième moitié du repêchage, ce que j'expliquais à Alex avant, c'est qu'il y a beaucoup de gars là-dedans que on a un repêchage où, dans ces rangs-là, il y a beaucoup de joueurs qui sont neck-to-neck, là, comme on dit, qu'on pourrait vraiment switcher. Puis il y en a là-dedans que moi, j'aurais aimé ça, pouvoir plus voir pour pouvoir les classer. Donc, j'ai préféré laisser les gars s'avancer puis faire le reste du 16, sauf pour un pick. Je vous laisse deviner lequel, mais si vous le devinez, on verra tantôt. Pour les 3 prochains picks, je fais mon dernier de la première demi avec le choix de Saint-Louis au numéro 16. Après ça, ça va être Alex pour Washington et puis Michael pour Chicago. Chicago aussi, ça va être intéressant. Puis, écoutez, pour le choix numéro 16 de Saint-Louis, c'est déchirant. C'est déchirant. J'ai vraiment eu la misère à choisir est-ce que je le mets là ou non. Déjà, pour faire un portrait de l'équipe, Saint-Louis, je trouve qu'ils ont beaucoup de bons prospects, plus du côté safe, un peu partout. Donc, Dvorsky, oui, c'est un projet, mais quand il va arriver, c'est un joueur qui a quand même le build déjà pour jouer dans la LNH. Stenberg, Snuggerud, Lindstein en défense. Je pense que ce repêchage-ci, ils vont go crazy un peu, là, comme on dit. Ils vont prendre un gros risque, puis vraiment, gros risque, je pèse mes mots, là, c'est vraiment un très gros risque, et aller avec Trevor Connolly au numéro 16, à cause, déjà, on parlait de comment est-ce que Elenius droppait. Peut-être que ça, c'est plus surprenant parce qu'il y a moins de personnes qui s'y attendaient, mais tu sais, Trevor Connolly, quand on parle juste de talent, pas de personnalité, c'est un joueur aussi que c'est surprenant de voir au rang numéro 16. Puis je pense que Saint-Louis vont prendre le risque, mais ce choix-là là, de qui va peser sur le bouton finalement, à quel point est-ce que Trevor Connolly va dégringoler, c'est tellement difficile à faire. Mais je pense que Saint-Louis serait une équipe dans une bonne position pour justement aller chercher ce choix-là qui serait super excitant pour le futur de leur équipe si il règle ses maudits problèmes. Tu sais. Honnêtement, s'il y a une place où je voyais Connolly pourrait être un bon fit, c'est Saint-Louis parce qu'ils ont un bon groupe de vétérans.
Ils ont une culture de gagnant. Et lui, il va arriver là-dedans puis il pourra pas faire n'importe quoi. Il va être obligé de se plier aux autres, d'écouter les vétérans. Fait que je pense que Saint-Louis, c'est une équipe qui va être capable de le gérer. Peux-tu nous continuer avec le choix de Washington numéro 17? Continue avec Washington. Les Caps, c'est une équipe qui a une banque d'espoir très, très mince. Ils n'ont pas beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs. Ils ont Miroshnichenko, Ryan Leonard qui sont pas si pires, mais Leonard, il est très bon, évidemment. Mais il manque de défenseurs. À ce stade-ci, pas beaucoup de défenseurs disponibles encore sur mon tableau. Il y en a un, mais je crois qu'il va sortir plus tard, Jiricek. C'est pas lui que je vais prendre ici. Donc, je vais y aller avec le meilleur disponible sur ma liste, le meilleur attaquant, Constant Elenius, pour les Caps. On peut dire qu'il a quand même glissé pas mal. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit au 17e rang. Je sais qu'Alex adore énormément ce joueur-là. C'est pas un joueur que je crois personnellement qui va apporter beaucoup d'attaques dans une équipe de la Ligue nationale. Je peux me tromper. Mais honnêtement, au 17e rang à Washington, je pourrais commencer à dire que ça pourrait être un des meilleurs choix de la première ronde. Ouais, ça commence à être dans le rang où le gars a tellement droppé que tu es obligé d'aller le prendre, le rendu là. Elenius, c'est un gars que certaines personnes ont mis dans leur top 10, tu sais. C'est ce genre de talent-là. Fait que Michael, je te laisserai continuer avec le choix de Chicago. Comment est-ce que Chicago va venir complémenter Levchunov et Bedard? Un choix quand même difficile, honnêtement. Est-ce qu'ils vont avec le risque de Jiricek? Mais là, avec le choix de Levchunov, deuxième au total, est-ce qu'on se dit, là, Jiricek, j'y pense moins? Est-ce qu'on y va avec un attaquant très, très, très offensif? Ou on va avec un joueur que je trouve qui ressemble un peu à Bedard, de la façon qu'il lance, et on y va avec un Michael H. Et on pourrait voir des vidéos de ces deux-là dans une pratique et on pourrait se dire, OK, ces deux-là ensemble pourraient faire des dommages. Alors, je vais y aller avec Michael H. À Chicago. Et qui jouait d'ailleurs à Chicago dans la USHL, donc ils doivent assez bien le connaître. Ouais, j'aime quand même le risque. Je pense que Chicago peuvent se permettre ça. Puis en plus, c'est eux qui ont sorti Moore l'année dernière. On parlait de venir complémenter. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient chercher Levchunov en deuxième pour venir compléter leur défense? Mais là, si en plus, ils vont prendre ce risque-là avec Age à ce choix-là, ça vient aussi pas mal. Il reste un petit peu de travail, mais compléter un peu leur top 6 du futur, là, tu sais. Et aussi se grossir. On dit que les Hawks étaient tout petits, pas pris des gros joueurs. Là, on sort un Levchunov à 6-3 environ. On sort un Age à 6-1. Là, on commence à avoir une équipe plus complète, plus physique, puis avec beaucoup de talent. Fait que pour les trois prochains picks, on rentre quand même dans le territoire intéressant. Le prochain, moi, je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se passer parce que c'est le numéro 19, ça va être Alex pour Vegas, une équipe quand même déjà assez complète. Qu'est-ce qu'ils vont venir ajouter? Après ça va être Michael encore avec les Islanders. Et puis après ça, on retourne à Alex pour les Kings, une équipe qui ont fait un petit mouvement aujourd'hui en échangeant du bois. Yes, donc pour les Golden Knights, vraiment, je ne serais pas surpris qu'ils échangent ce choix-là pour s'améliorer, pour pouvoir gagner encore une coupe l'année prochaine. Ils n'ont pas une banque d'espoir incroyable. Et les derniers choix de première ronde qu'ils ont eu, Edstrom, Zach Dean, Brendan Brisson. Donc, il n'y a pas vraiment de tendance à retirer de Vegas. J'ai l'impression qu'ils se présentent sur le stage, prennent le meilleur joueur disponible. C'est ce que je vais faire dans le cas-ci. Et je vais y aller avec le défenseur tchèque Adam Jiricek, donc défenseur droitier de Gros-Yavel. Ouais, finalement, je sais pas pour toi, Michael, mais un autre des choix, comme on parlait au début, où il n'y a pas nécessairement plein de choses à dire, là, peu importe ce qu'ils font, s'ils choisissent à ce rang-là, de toute façon, comme tu dis, là, je pense que c'est un qui aurait les plus hautes probabilités de se faire échanger. Fait que Michael, je te laisse nous rentrer dans un choix plus intéressant qui pourrait avoir un impact plus vite avec le choix numéro 20 des Islanders. Avec les Islanders, j'ai de la misère à voir un peu leur plan. Mais je pense que avec eux, je vais y aller avec Sacha Boisvert, un attaquant qui fit énormément avec Patrick Roy, beaucoup de caractère, avec du talent offensif aussi.
mais je trouve tellement que Sacha Boisvert est un choix parfait pour les Islanders. Très bon choix. Moi je peux continuer avec les Kings, là, puis je vais renchérir sur le choix de Michael. Moi, Boisvert, j'espérais que tu ne le nommes pas pour les Highlanders parce que c'est un choix parfait pour les Kings aussi au rang suivant. Donc, deux équipes qui aiment avoir des gros joueurs, qui aiment avoir des centres responsables dans les deux zones. Fait que pour les Kings, c'était Boisvert mon choix. Donc, je dois me revirer de bord et je vais prendre l'ailier russe Yegor Sourin. Donc, une bougie d'allumage pour les Kings, un ailier qui n'a pas peur d'aller dans les zones dangereuses, dans les coins, et qui frappe énormément. Une petite peste à la Brad Marchand que j'adore. Un coup de cœur de la première ronde. Ah, un coup de cœur de la première ronde et dans le mille, là, je peux vous le dire. Yegor Sourin, c'est incroyable. Mais le voir sortir en numéro 21, on pourrait quand même parler de à quel point est-ce que ça serait toute une surprise pour beaucoup de monde. Là. Mais je pense que c'est le type de joueur que quand on regarde les listes de Elite Prospect, Double Prospect, peu importe, de gens qui regardent plus, c'est le type de joueur on va pas prendre assez en compte comment est-ce que les équipes aiment ce genre de joueur-là. Tu sais, pourquoi est-ce qu'un Sacha Boisvert a autant monté à cause justement cette angle-là, cette robustesse-là, en plus d'une production. Puis Yegor Sourin, les mêmes qualités que tu peux donner à Boisvert, tu peux les donner à Sourin aussi. Ce ne sera pas ton premier centre qui va être mettre 100 points, mais il ajoute quelque chose que toutes les équipes LNH ont besoin. Très bon choix. Je vais y aller avec moi, c'est les Prédateurs de Nashville, si je ne me trompe pas. Ouais, Nashville avec le choix numéro 22. Une équipe qui, je crois qu'ils vont miser sur le talent offensif avec Liam Greentree. Je crois qu'ils vont... Nashville n'est pas une machine offensive. C'est vraiment Philippe Forsberg qui gère cette attaque-là. Roman Josi à la défense qui s'en vient vieillissant. Mais j'aurais aimé un défenseur, mais je crois qu'au rang 22, il n'y a pas vraiment de défenseur que je vois là encore. Alors, je vais y aller avec Greentree. Ça rentre quand même aussi dans le... On parle de style de joueur que l'équipe aime. L'année dernière, ils ont décidé d'aller prendre un peu ce même type d'attaquant-là. Matthew Wood, finalement, peut-être que la mauvaise saison de Matthew Wood, mais en tout cas, pas mauvaise globalement, mais on n'a pas vraiment vu d'amélioration comparée à l'année dernière. Va les refroidir un peu d'aller prendre un risque sur un autre grand attaquant, mais c'est un type de joueur que Nashville aime beaucoup. Fait que après ça, Alex, la parole sera à toi avec le choix numéro 23 pour Toronto. Pour les fameux Leafs de Toronto, évidemment, on a un gros besoin en défensive ici. C'est pour ça que je vais y aller pour le défenseur américain AJ Emery pour les Leafs, que je crois vient combler un grand besoin pour les Leafs et qui possiblement serait même un des meilleurs disponibles sur leur liste à ce rang-là. Donc, pas besoin de nécessairement reacher pour aller le chercher. Ça me fait mal. J'adore ce défenseur-là. Et au 25e rang à Ottawa, j'étais sûr à 100% de l'avoir. Je trouve que c'était quand on parlait de défenseur droitier. Lui, il fitait bien pour... Il était là, ton style. En plus, avec les Leafs, ouf. Ouais, la bataille de l'Ontario, ça vient de commencer. Très, très déçu. Moi, tu vois, Alex, après avoir vu le segment que tu nous avais fait la dernière fois sur Clever, moi, je pensais que dans ce coin-là, ça serait lui qui sortirait. J'y ai passé, c'était un ou l'autre. Ben écoute, là, on lance Michael dans un back-to-back. Là, j'espère qu'il te reste un petit peu de salive. Fait que au numéro 24, tu vas choisir pour Colorado, et puis au numéro 25, tu vas aller choisir pour Ottawa. Oui, pour l'Avalanche, je vais y aller avec un défenseur très connu à Montréal par son nom de famille. Je vais y aller avec Cole Hudson. Je crois que c'est un fit parfait pour l'Avalanche. Ils adorent les défenseurs qui bougent la rondelle. Avec la perte de Byron, je pense qu'ils vont se dire ça marchait bien avec Byron. On pourrait aller chercher un Cole Hudson. Oui, il ne jouera pas sur le premier powerplay parce que personne ne peut enlever Makar, mais il fait très bien avec eux, puis je pense que l'Avalanche aime avoir de la vitesse et bouger la rondelle rapidement. Intéressant. Parfait. Je continue avec mes sénateurs. Et là, Alex, tu m'as fait mal. Je suis dans mes listes, je cherche. Et là,
J'avais un choix numéro 2 pour eux, vu que Emery est parti, et je vais y aller avec un autre défenseur de gros gabarit droitier. Je suis sûr à 100% que les Sénateurs vont y aller dans cette optique-là, avec Charlie Elick, un défenseur de gros gabarit qui pourrait aider les Sénateurs je le verrais bien avec une paire de def avec Cleven comme 5e et 6e défenseur. Ça ferait mal jouer contre les Sénateurs. Je suis d'accord. Écoute, tu avais une vision pour ce choix-là, puis je pense que c'est rendu dans les rangs où justement l'équipe peut aller viser comme les Canadiens ont fait avec le choix numéro 5 l'année dernière, parce qu'il aura beaucoup été critiqué, mais il peut aller viser sur justement plus un besoin. On a besoin de support à la défense droite, donc on va aller prendre un de ces joueurs-là, puis ça aurait beaucoup de sens. Pour les prochains choix, écoutez, pour ceux qui ont bien deviné, le choix numéro 26, je fais mon comeback et mon dernier choix de la soirée. Pour Montréal, ça va être intéressant parce que là, vous m'avez surpris un peu par moment. Au numéro 27, ça va être Alex avec Caroline. Et puis après ça, Michael avec Calgary. Là, tout d'abord, je vous demande un peu pour le fun, là, pour ceux qui vont regarder avant le repêchage, pensez-vous que le Canadien va échanger ou choisir au choix numéro 26? Purement spéculation, mais pour le fun. Je peux y aller, moi. Je pense qu'ils vont sélectionner. Je sais pas, j'ai un feeling qu'il va y avoir des joueurs qui vont aimer à ce rang-là et qui vont vouloir choisir au 26e rang. Et il y en a un d'ailleurs que je ne dirai pas, je vais te laisser choisir avant, mais que je vais nommer si jamais tu ne le prends pas, là, que je crois qu'il devrait les intéresser. Je pense pareil. Je pense que on a eu les 2 dernières saisons, il a changé ses choix. Ça va être difficile de le faire 3 saisons de suite, mais Ken Hughes est capable de sortir un lapin de son chapeau, mais je crois qu'ils vont choisir. Moi aussi, je pense qu'ils vont choisir. Là, moi, c'est qu'il y a un joueur que je pensais pas qu'il serait disponible à ce rang-là, puis qui rentrait quand même bien dans ce que les Canadiens ont besoin. Avant, par contre, je voulais les 2 joueurs que moi j'avais en tête, c'était Bacha ou Teddy Stiga. 2 joueurs qui rentreraient dans ce que Montréal ont, mais sans l'aspect vraiment ajouter de la 16. C'est juste que si le joueur que je vais nommer n'avait pas été disponible, je pense que ça aurait été ça les choix. Fait que c'était eux que j'avais. Puis je pensais qu'il y en aurait au moins un des 2 qui serait choisi avant. Fait que j'avais aussi mis Surin comme option. Pourquoi? Parce qu'on sait que Montréal veut amener de la grosseur. On sait que Montréal est pas gêné d'aller choisir en Russie. Fait que, tu sais, oui, c'est un joueur que beaucoup de personnes ont mis plus bas dans leur liste, mais tu sais, avec Alex qui le choisit plus tôt, on le voit là, que c'est un joueur qui a une très bonne évaluation puis qui amènerait exactement la taille que les Canadiens ont besoin. Là, je vous l'ai dit, mes cartes ont été un peu brouillées, fait que je pense que les Canadiens vont y aller avec Chernisov. Pas parce que c'est mon joueur préféré, c'est pas vraiment un coup de cœur pour moi, mais c'est indéniable qu'il rentre exactement dans ce que les Canadiens veulent faire. Quand on parlait du choix numéro 5, pourquoi est-ce que Caden Lindstrom, ça a été autant une grosse discussion à Montréal? Oui, parce qu'il est bon, mais aussi parce que les gens n'arrêtent pas de dire à Montréal, il faut qu'on ajoute de la taille, il faut qu'on ajoute de la taille. Notre top 6 est trop petit. Effectivement, si on veut se rendre loin, il faut des gars qui sont un petit peu moins dans les skills, puis un peu plus dans la tête, dans le physique, qui peuvent amener un jeu un peu plus robuste. Puis je pense que si Chernisov est disponible au rang numéro 26, les Canadiens vont sauter dessus, là, à mon humble avis. Je peux y aller, là, juste pour enchérir. Là. Honnêtement, si les Canadiens finissent avec Demida et Chernisov, honnêtement, ils peuvent sortir de la journée très heureux et les fans des Canadiens vont assez oublier Mishkov et la Russie l'année passée, vont être très heureux. 2 Russes en première ronde, beaucoup de talent, beaucoup de size. Alors honnêtement, Montréal serait très dangereux. On reverrait un duo russe à la Kovalev-Markov. C'est-tu celui-là que tu avais en tête aussi, Alex? Je l'avais en fait premier sur ma liste pour la Caroline, qui était pour le choix suivant. Pour le Canadien au 26e rang, je croyais que tu allais y aller avec Teddy Stiga. Pourquoi? Parce que c'est un joueur que l'organisation est très familier avec. Kent Hughes a été son entraîneur-chef il y a 2 ans avec les Boston Junior Eagles. L'année que Kent Hughes a été nommé en fait pour être le directeur général du Canadien, il était l'entraîneur de Stiga. C'est un joueur qu'il connaît très bien. C'est sûr que, écoute, vraiment la seule raison pourquoi est-ce que Chernisov, je l'ai pris, là c'est sûr que c'est quelqu'un qui drop, là. Il y a beaucoup de mock où il sort plus haut que dans le nôtre, mais c'est vraiment, tu sais, Stiga c'est quoi, c'est 5 pieds 10 ou 5 pieds 11, Chernisov 6 pieds 2, fait que c'est vraiment, tu sais, c'est le facteur qui me fait vraiment pencher vers Chernisov. Mais je te laisse aller avec
ton remplacement pour le choix numéro 27 avec la Caroline, vu que je t'ai enlevé Chernisov de la liste. Les Hurricanes, honnêtement, c'est une des équipes que je trouve qui repêche le mieux. Dans cette situation-là, je pense qu'on aurait besoin d'ajouter du poids, d'ajouter du papier sablé à l'équipe. Mais la tendance avec cette équipe-là, c'est vraiment de toujours prendre le meilleur joueur disponible, le joueur le plus talentueux, peu importe le rang, peu importe le gabarit. Ils ont fait leur preuve avec Bradley Nadeau, Jayden Perron, pour ne nommer que ceux-là. C'est pourquoi je pense qu'à ce rang-là, au 27e rang, le joueur le plus talentueux, c'est Teddy Stiga. Donc, c'est pourquoi je jette mon dévolu sur lui. Et après ça, Michael, ça nous amène à toi avec Calgary, à moins que tu aies une grosse objection au choix de Teddy Stiga en Caroline. Là. On ne sait jamais. Au contraire, j'aime beaucoup mieux avoir regardé Stiga, mais je comprends que Montréal, quand tu as le choix entre les deux, le russe est plus facile à prendre dans cette situation-là. Je suis un petit peu déçu. J'aurais aimé ça que Stiga reste avec moi avec les Flames. Honnêtement, les Flames rendus là, je crois qu'ils vont y aller avec un choix un petit peu plus safe dans ce rang-là. Un joueur qui, je crois qu'il va être assuré de jouer sur un 3e ou un 4e trio. Pas un joueur très flashy, mais qui, on sait que il fait rien d'exceptionnel, mais rien de mauvais avec Jet Luchenko. Ça fit avec les Flames, selon moi. Oui, puis quand tu bâtis une équipe, des centres grands comme ça, plates, à la fin de la journée, c'est un plus. Tu sais, il t'en faut. Est-ce que c'est le joueur qui est le plus excitant? Je le dis depuis tantôt, mais tu sais, quand tu arrives à la fin de la première ronde, tu vas pas aller sélectionner ton prochain centre autour de qui tu bâtis de 6 pieds 2. Là, tu sais, sinon, il serait sorti dans le top 3. Mais. Surtout que les Flames ont perdu Elias Ledon. Alors, ça pourrait être quelqu'un qui verrait comme un remplaçant. Je dis pas du tout qu'il y a le potentiel de Ledon, mais ça pourrait être un joueur qui très bien. Puis, comme Alex dit, la Caroline, c'est une équipe qu'on est habitué d'avoir des gars, des joueurs qu'on se dit wow. Puis, il y a des équipes un peu comme les Flames qu'on reste toujours comme. J'ai rien contre Jacob Pelletier, c'est un excellent joueur, un beau Québécois qui pourrait peut-être finir à Montréal. Je veux pas m'avancer trop là-dessus, ça pourrait être comme un move à la Ken Hughes, mais les Flames nous habituent à prendre des joueurs de ce type-là. Puis ça. Vas-y, Alex. Luchenko, moi, on dirait, j'ai de la misère un petit peu à comprendre pourquoi il est aussi haut dans plusieurs listes. Je ne sais pas, je l'ai regardé souvent, puis on dirait que je ne vois jamais cette petite étincelle-là qui me fait dire, OK, wow, je vais l'avoir dans le top 20. Je sais que, par exemple, le podcast La Relève, ils l'ont au 17e rang que j'ai vu. Puis je peux comprendre un petit peu pourquoi. Donc, il a des belles habiletés, il est rapide, il travaille fort, il est intelligent, mais il manque ce petit quelque chose-là. Il manque une caractéristique élite, je crois. Puis en plus, je le trouve un petit peu peureux. Donc, c'est pas le premier à aller dans les coins nécessaires. Puis là, écoute, Michael, la description que tu as fait de Caroline, un peu expliquer les choix de Calgary, je pense que ça nous amène quand même vraiment bien dans le choix numéro 29. Là, c'est le tour de Alex de faire un back-to-back. Ça va être le choix numéro 29 avec Dallas, puis le choix numéro 30 avec New York. Puis pourquoi est-ce que je dis que ça nous amène super bien au choix numéro 29? C'est parce que choisir des perles tard dans le repêchage, c'est comme une spécialité pour Dallas. On dirait que peu importe qui est-ce qu'ils choisissent, dès qu'ils arrivent dans l'organisation, boum, ils se transforment dans 2 fois la projection que les gens avaient d'eux. Fait que je suis curieux de voir qui est-ce que tu as choisi au numéro 29 pour Dallas, Alex. Écoute, je crois que c'est mon choix le plus facile à faire, tout simplement parce que les Stars, c'est une équipe qui repêche incroyablement bien. Ils ont une façon d'évaluer les joueurs qui s'apparentent à la mienne que j'apprécie énormément. Ils repêchent souvent des joueurs qui sont raw, qu'on appelle, donc sous-développés un petit peu, qui ont beaucoup de travail à faire pour atteindre leur plafond. Fait que je vais tout simplement y aller avec le meilleur joueur disponible sur ma liste. Puis d'autant plus qu'ils ont besoin de défenseurs droitiers, fait que c'est parfait. Donc, ma carte cachée à ce rang-là. Adam Kleber, défenseur des Stars de Lincoln dans la USHL. Défenseur que j'adore. Un gros gabarit, qui a un bon patin pour son gabarit aussi. Un défenseur très fiable défensivement et qui a un plafond qu'il pourrait atteindre aussi offensivement. On voit des belles choses, des beaux flashs dans son cas. Puis là, question pour toi, Alex. Dallas, c'est une équipe qui, en ce moment, est quand même proche de gagner. Bâtit une équipe pour gagner dans les années qui arrivent. Dans combien de temps est-ce que tu penses que Adam Kleber pourrait arriver? Le style de jeu qu'il joue est quand même
excellent pour son niveau. On ne pourrait pas demander de la meilleure défense d'un joueur de cet âge-là dans ce niveau-là. Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui va rapidement faire le saut à la AHL/LNH? Là? Non, d'après moi, il va faire son stage universitaire de 3 ans à Minnesota Duluth, peut-être 1 an ensuite dans la Ligue américaine, et on va l'amener graduellement dans la Ligue nationale. Mais au 29e rang, honnêtement, je pense pas que tu peux t'attendre à avoir un joueur qui est prêt à t'aider d'ici 1 ou 2 ans. Là. C'est pour ça que je suis allé avec un choix qui est logique dans les tendances des Stars au repêchage. Ouais, puis avec Dallas, on ne sait jamais. Là, peut-être que dans 2 ans, ça va être un des meilleurs défenseurs offensifs. En tout cas, j'exagère, là. Mais je te laisserai aller avec le choix numéro 30 de New York. Oui, donc pour les Rangers, un autre choix quand même facile. Les Rangers sont bien nantis déjà dans leur club LNH et n'ont pas des grands besoins. Leur banque d'espoir, il y a Gabe Perreault qui a été un vol l'an passé au 23e rang. Fait que pour les Rangers, je vais y aller avec un joueur. Souvent, ils aiment ça repêcher des gros joueurs, des joueurs intenses, des joueurs physiques. Fait que je vais y aller avec Cole Baudouin, qui, selon moi, est un choix tout à fait logique ici pour les Rangers. Vraiment, écoute, Cole Baudouin, ça rentre encore dans les trucs qu'on disait plutôt qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. Si Cole Baudouin est disponible au choix numéro 30, moi aussi, je suis d'accord avec toi que New York saute dessus. Puis comme tu dis, à la fin de la première ronde, est-ce que tu peux vraiment t'attendre à aller repêcher un joueur qui va avoir un impact sous peu? Non. Mais Cole Baudouin, je pense pas que c'est le joueur qui va avoir le besoin du plus longtemps pour, pas nécessairement pour atteindre son potentiel. Oui, atteindre son potentiel, ça va être long, mais pour au moins amener un aspect à New York qu'ils ont besoin. Tu sais, Cole Baudouin, c'est un gars que quand il va faire le saut à la LNH, je pense pas que le jeu physique, la robustesse, ça va être ça qu'il va avoir à travailler. Je pense que ça va quand même venir assez vite. Exact. Mais je trouve que c'est un choix pour les Rangers qui s'apparente à celui de 2020 avec Braden Schneider. Mm-hmm. 2 joueurs très matures qui vont être prêts à les aider dans un futur rapproché. 2 choix, pas nécessairement avec un gros potentiel, mais c'est ça qui vont être prêts à les aider rapidement. C'est rare que je vais dire ça, mais c'est le genre de choix que les Rangers peuvent se permettre d'y aller au besoin. C'est une équipe très mature qui sont prêts à gagner. Je vois qu'un Baudouin, c'est avec la perte de Gaudreau, je ne dis pas que Baudouin va être dans la Ligue nationale l'année prochaine, mais dans un avenir rapproché, Baudouin pourrait les aider pour peut-être prendre un autre step en playoff. Puis là, écoutez les gars, on a une situation quand même intéressante. Les équipes pour qui vous avez repêché plus tôt, on a repêché plus tôt, reviennent. Donc, on a 2 équipes qui repêchent pour closer le repêchage au rang 31-32. On pourrait potentiellement aller chercher le steal ou juste aller chercher un pick un peu plus safe. Donc, j'ai hâte de voir ce que vous allez prendre. Au numéro 31, ça va être Michael qui va choisir pour Anaheim. Et puis après ça, pour closer le tout, ça va être Alex qui va choisir pour Philadelphie. Oui, moi, mon choix est... Je le trouve très facile, puis là, je commence même à douter de moi. Est-ce qu'on l'a oublié? Puis là, je suis désolé de peut-être que je vais mal le prononcer, mais Tariq Parasak, honnêtement, je comprends pas pourquoi il est encore disponible. J'ai regardé 3 fois pour être sûr que si je voulais pas le nommer puis qu'il soit déjà pris, mais je crois qu'au 31e rang serait un choix parfait pour les Ducks. C'est drôle parce que quand tu l'as dit, je pensais que tu allais dire Jesse Pulkkinen, le plus 1 de ce pied 6 qui est juste vraiment solide défensivement. En tout cas, moi, c'est le premier nom qui m'est sauté en tête quand tu as dit, j'en reviens pas. Je l'ai nommé parce que, selon beaucoup de mocks, il est classé top 25 facilement. Puis c'est comme un choix. Tu vois, OK, il est toujours classé là. Là, je commençais à avoir 31, mais je serais pas surpris, on le dit souvent, qu'il y a toujours des joueurs avec beaucoup de talent offensif, un patin très mauvais, je suis désolé, qui glisse. Alors, peut-être que ça va arriver dans la Ligue nationale, c'est le genre de joueur qu'on va dire, wow, il est disponible la journée 2 du repêchage. Alors, honnêtement, je serais pas surpris, mais je crois que les Ducks au 31e rang vont plus. Exact. Ben, en fait, ce qui arrive, j'ai l'impression, quand tu fais l'exercice, puis c'est probablement ce qui arrive quand c'est le vrai repêchage aussi, j'ai l'impression qu'à chaque choix, c'est pas un fit avec l'équipe en question. Fait que Parasak, jamais je suis arrivé avec l'équipe avec laquelle je repêchais et je me suis dit, je dois prendre Parasak absolument. Puis là, glisser. C'est ça qui est là. C'est ça qui va être intéressant parce que Alex, je sais que avant tu nous disais justement, tu sais, j'ai des choix qui rentrent dans les besoins de l'équipe. Puis s'il n'y a pas ça, je vais aller prendre
les joueurs qui sont au top de ma liste. Puis toi, j'imagine que c'était ça aussi, mais moi, personnellement, Parachak, oui, je l'aime bien, mais c'est pas le joueur qui est le plus haut dans ma liste. Donc, tu sais, les opportunités qu'on a eues où l'équipe aurait pu aller chercher Best Available parce qu'il n'y a pas nécessairement de joueurs qui répondent aux besoins, les noms qui est venu, pour moi, il n'y a pas un moment où ça a été Parachak. Fait que oui, au niveau de talent pur, c'est surprenant qu'il tombe, mais vu les besoins des équipes plus hauts, je pense que c'est quand même une suite logique des choses. Puis pour lui, ça serait une super bonne situation aussi de finir à Anaheim. On verra, j'ai hâte. Exact. Donc, je vais conclure cette première ronde avec les Flyers de Philadelphie qui ont déjà fait un excellent choix en première ronde avec Berkeley Catton. Donc, j'avais plusieurs options ici là, au 32e rang. Donc, des joueurs qui ont glissé. Je pense à Andrew Basha, je pense à Linus Eriksson. Mais je vais y aller avec un défenseur, justement parce que l'an passé, on a repêché Mishkov, cette année Catton, selon Michael. Je vais y aller avec le défenseur Alphonse Frey, suédois gaucher, qui est très, très, très mobile. Je le verrai œuvrer sur une paire avec Oliver Bonk, une merveilleuse façon. Mais Alphonse Frey, j'ai l'impression, un joueur qui s'est mis sur le radar de beaucoup de personnes vers la fin de la saison, mais la façon dont il bouge la puck. Puis ça, tu vois, c'est drôle, c'est qu'il y a tellement de bons défenseurs cette saison que quand on faisait le repêchage, il n'y a pas un moment où ça m'est sauté à la tête, hey, Alphonse Frey est encore disponible, mais ça serait tout un choix au numéro 32. Là, vraiment, j'adore ce joueur-là. Tantôt, on parlait de Sudberg, comment est-ce que c'était fun de le regarder jouer. J'applique le même plaisir, si on peut dire ça comme ça, quand on regarde jouer Alphonse Frey aussi. Là. Il est tellement bon pour bouger la rondelle. Probablement le meilleur patineur chez les défenseurs admissibles pour repêchage 2024. Fait que là, les gars, je vais montrer un peu notre liste. On va juste faire le gros tour pour ceux qui regardent en vidéo. Puis je serais curieux un peu de savoir pour vous qu'est-ce qui est un joueur intéressant qui n'est pas sorti, un joueur qui pourrait être un style potentiel. Donc juste, c'est une surprise ou un joueur non drafté que vous avez hâte de voir où est-ce qu'il va sortir. Je vais vous présenter ça. Je l'ai. Parfait. Donc, vous voyez bien le repêchage? Oui. Excellent. Donc, je pense que quand on regarde pour le début, le top 5, on est quand même resté dans ce qui est attendu, même si l'ordre pourrait varier un peu. Je pense que c'est tous des joueurs que tout le monde voit dans le top 5. Il y a des gens qui auraient pu voir Beckett, Seneca, mais on est resté dans les choix quand même traditionnels. Vous en pensez quoi du top 5? Oui, moi, j'aime beaucoup. C'est moi-même qui ai fait le choix. Je sais que ça va en parler un petit peu avec Sam Dickinson, mais honnêtement, je sais pas. C'est un choix qui... Les Ducks peuvent vraiment un peu changer le repêchage d'une façon. Ouais. Ils peuvent commencer à influencer. Exemple que Demidov sort avec les Ducks, ça change tout le reste du repêchage. Parce que là, le Canadien, on se dit que Lindstrom sort 4 quand même à cause de tous les facteurs. Le Canadien se ramasse avec qui? Est-ce qu'on y va avec un défenseur, le meilleur joueur disponible, ou on y va avec un attaquant? Alors, les Ducks sont vraiment une carte cachée du repêchage. Là. Je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez. Mais je suis d'accord. Là. C'est vraiment les Ducks qui vont décider ce qui va se passer ensuite. Mais honnêtement, si j'avais de l'argent à mettre sur comment le top 5 va se dérouler, ça serait probablement ce top 5-là que je prendrais. Puis là, c'est ça. C'est les Ducks aussi, ce qui est curieux avec aller choisir qu'est-ce qu'ils vont repêcher, c'est que l'année dernière aussi, ils ont fait, écoute, peut-être un petit peu moins gros, mais ils ont quand même fait aussi un upset. Il y a beaucoup de personnes qui étaient certains que Fantilli sortirait deuxième parce que c'est le deuxième meilleur joueur. Puis finalement, ils n'ont pas peur là, de briser le moule un peu puis d'aller prendre le gars qu'eux aiment bien. Puis, oui, on a vu une réticence aux Russes, mais pas à l'Europe en général. L'année dernière, ils n'ont vraiment pas eu peur d'aller prendre Leo Carlson avec le choix numéro 2. Mais écoute, pour ceux qui écoutent audio, là, pour ceux qui regardent visuellement, je vais descendre un peu la liste pour qu'on puisse revoir la première ronde. Mais sinon, pour ceux qui écoutent audio, pour pas qu'il y ait un trop gros temps mort auditif, Alex, je te laisserai aller avec toi. C'est quoi une surprise, un joueur que tu aurais pensé voir dans la première ronde, un joueur qui est sorti plus bas ou plus haut que tu pensais? Moi, il y a un joueur que j'ai pas nécessairement très haut sur ma liste personnelle. Je l'ai au 44e rang, mais
à chaque fois que je regarde des listes sur Internet, à chaque fois que je regarde des mock drafts, Andrew Basha revient continuellement en première ronde. Mhm. Même dans le top 20 dans beaucoup de cas. Fait que j'ai été surpris de ne pas le voir en première ronde dans notre mock draft. J'aurais pu le prendre à plusieurs reprises, mais finalement, il y a tout le temps un joueur que je me disais, je l'aime un petit peu plus, je l'aime un petit peu plus. Fait que c'est pour ça qu'il a glissé. J'imagine que c'est ce qui est arrivé dans votre cas aussi pour Basha. Ben, moi, ce que je peux rajouter, c'est que c'est un repêchage qui va être très difficile à prédire pour plusieurs raisons. C'est que les équipes vont toujours avoir un joueur en haut de leur liste, puis le joueur va toujours baisser d'une façon. Fait que je trouve que Elenius, c'est un autre joueur que tout le monde pense que c'est sûr qu'il sort dans le top 12, dans le top 13, peut-être. Là, nous, on l'a fait baisser, je crois, jusqu'au 17e rang. Pour Exactement. moi, c'est quand même gros, mais je serais pas surpris non plus parce que si, comme les Blues, on a dit avec Connolly, ils veulent prendre un joueur puis prendre un risque, il va sortir là. Le Wild, c'est la même affaire. Yakemchuk, est-ce qu'il y a mieux Yakemchuk ou Elenius? Ça va toujours être une question de préférence. Puis je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui va baisser à cause qu'il sera jamais premier sur les listes de tout le monde. Il va toujours être dans les tops. Ouais, vraiment. Puis je pense que ça montre aussi à quel point est-ce que c'est un repêchage où on peut aller chercher justement une certaine profondeur. Tu sais, pour les trios de bas, là, de bottom six, il y a tellement de choix. Puis même au middle six, Elenius, si tu parles d'un joueur qui est descendu, mais il y a beaucoup de joueurs que oups, excusez-moi. Le potentiel est dans le même endroit, là, dans le sens quelqu'un qui est safe, mais que tu vas pas aller mettre sur ton premier trio. Puis quand on demande, tu sais, là, je vous ai posé la question, pas vous dire que c'est une question piège, là, mais tu sais, il y a tellement de joueurs là, que tu pourrais dire, hey, je suis surpris qu'il soit pas sorti en première ronde. Il y a des gens qui sont convaincus qu'un joueur avec un tir puis un jeu two-way comme Emil Hemming, il faut qu'il soit en première ronde. Il y a des gens qui sont convaincus qu'un choix comme tu sais, avec un plancher bas, comme un plancher relativement haut, comme Maxime Massé, qui pourrait devenir un super bon joueur de depth, va sortir 32e, mais ça peut aller de tellement de façons différentes. Là. C'était le joueur que je voulais nommer pour prêcher pour ma paroisse. Là. Maxime Massé, j'aimerais vraiment ça. Et ça va dépendre du repêchage. Mais les Ducks au 31e rang adorent les Québécois. Mm-hmm. Ils fit très bien avec eux. Alors, si je peux le mentionner, là, Maxime Massé avec les Ducks 31, ça serait super le fun. Vraiment. Avec Warren, avec Luno. Donc, il y en a un autre aussi, Tyson Hines. Exact. Les défenseurs adorent les joueurs québécois. Puis il réussit toujours à avoir le dernier mot à la table. Alors, peut-être que s'il est tombé en amour avec Maxime Massé, il va pouvoir sortir en fin de première ronde. Puis là, écoutez les gars, pour finir, j'ai deux joueurs sur lesquels je vais vous poser des questions. Deux Québécois, justement, pour rester dans le thème. Un moment donné, je sais qu'il y a plein de prospects qui nous intéressent de partout, mais dans les podcasts francophones comme ça, il y a beaucoup de fans de la LGMQ qui nous regardent et qui vont se demander « Hey, lui, où est-ce qu'on le voit? » Fait que, tout d'abord, je voudrais vous parler d'un joueur que il n'y a pas beaucoup de personnes qui avaient mis haut au début de la saison, mais qui... C'est sûr que j'ai pas vu de liste où il était dans la première ronde, mais c'est un joueur qui a beaucoup monté dans le repêchage. Un Eric Matejko. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le visionner un peu. Un grand ailier gauche de 6 pieds 5. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Où est-ce que vous pensez qu'il pourrait sortir si vous l'avez vu? Moi, je vais laisser Alex y aller. Je crois qu'il a fait pas mal plus de vidéos sur lui que moi. Alors, je vais laisser la parole à Alex. Matejko, c'est un laiton, premièrement, qui jouait à Saint John. Comme tu l'as dit, c'est un énorme gabarit. Il est bon dans les deux sens de la glace. Il est assez physique, il a une longue portée, donc excellent en protection de rondelle. Mais je ne vois pas nécessairement une grosse offensive dans son cas. Fait que, personnellement, si j'avais à le choisir, ça serait probablement pas avant la 4e ronde. Mais on ne sait jamais avec les équipes de la Ligue nationale et des joueurs de 6 pieds 6. Je ne serais même pas surpris de le voir sortir en 2e ronde. Je ne tomberais pas en bas de ma chaise. Non, c'est ça. C'est quand même un gros projet. Mais moi, tu vois, tantôt, j'avais à faire pour quelque chose qui sort bientôt, un top 5 des joueurs de la LHMQ. Puis comparé aux autres prospects, puis il y en a qui sont beaucoup moins pas super excitant, là, pas super complet, mais même là, Matejko, c'est pas quelqu'un que j'ai ressenti le besoin de mettre là-dedans. C'est sûr que 6 pieds 5, c'est intéressant, mais à quel point est-ce que ça teinte
notre vision du joueur. Puis là, pour ma dernière question sur un joueur québécois, je vais aller à l'opposé. Je pense que vous savez de qui je parle. Moi, quand justement j'ai fait mon top 5 tantôt, j'ai bien pensé, puis moi, Justin Poirier, c'est mon joueur numéro 1 sortant de la LHMQ. Pas mon numéro 1 québécois, j'aime mieux Sacha Boisvert, mais sortant de la LHMQ, c'est mon numéro 1 dans ma liste des 5 meilleurs espoirs de la LHMQ. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un joueur que si il réussit à transiger un peu, si on peut dire ça comme ça, adapter son jeu au niveau pro, c'est quelqu'un qui a une place sur le top 6 d'une équipe. Ce n'est pas le joueur que tu repêches pour aller jouer sur le bottom 6. Puis, qu'est-ce qu'on critique de ces joueurs-là souvent? C'est la physicalité. Poirier, ça ne va pas être le joueur le plus physique, mais il n'a pas peur d'aller se battre avec d'autres gars, d'aller dans les batailles d'un coin. Puis, il a un super bon tronc. Il est vraiment difficile à faire tomber. Fait que en tout cas, moi, je crois vraiment au potentiel. Puis, je sais que c'est risqué, c'est pas le choix le plus safe, puis c'est pour ça que je pense pas qu'il va sortir en première ronde, mais je suis curieux de savoir, vous pensez un peu quoi de lui, puis où est-ce que vous le voyez sortir? Si je peux commencer, là, moi, honnêtement, j'ai beaucoup de points d'interrogation sur lui. J'adore son lancer. Honnêtement, il a un lancer pro, là. C'est pourquoi il a fait autant de buts cette année. J'aime moyennement le reste de sa game. Honnêtement, je suis un petit peu inquiet. Alex peut renchérir là-dessus. Je pense que je le vois plus en troisième, quatrième ronde. Okay. Petit gabarit avec qui fait beaucoup peur, mais où le point que je me garde toujours en ouverture, c'est que faut juste se rappeler de Connor Garland à Moncton. Petit gabarit, marquait, faisait beaucoup de points, pas la même attitude du tout, là. Je parle juste de talent pas gros. Puis ça a marché quand même, là. C'est un joueur de la Ligue nationale avec les Canucks de Vancouver qui fait une job honnête. Alors Poirier pourrait se rattacher à ça, mais mes doutes sont élevés. C'est sûr, c'est sûr. Puis toi, Alex? Je vais abonder un peu dans le même sens. Je ne suis pas le plus grand partisan de Justin Poirier. Puis, honnêtement, j'adore le voir jouer dans le junior. Là. Je l'ai vu jouer quelques fois en vrai cette année. Ses talents de marqueur sont indéniables. Son lancer, c'est incroyable. Un très bon lancer. Puis, je peux même pas dire que je ne suis pas un fan parce que c'est un petit joueur. Justement, parce que tu le mentionnais, il n'a pas peur d'aller dans les coins. Il est très, très fort du bas du corps. Fait que c'est pas un problème. Mais moi, c'est vraiment... J'aime pas la variété dans son jeu. Je trouve qu'il est quand même prévisible. Ça marche dans le junior en ce moment, mais au prochain niveau, j'ai des doutes. Souvent, il va prendre la rondelle de sa zone, il va simplement monter la rondelle dans l'autre zone, prendre un lancer du poignet, ou bien il va marquer ses buts sur l'avantage numérique en haut des cercles. J'aimerais le voir varier un petit peu plus sa façon de marquer. J'aimerais le voir utiliser un petit peu mieux ses coéquipiers parce qu'on l'a vu en finale, là, j'étais présent au match numéro 4 contre Drummondville. Ça ne marchait pas, on était capable de bien le couvrir, puis il n'a pas été capable de s'adapter, puis on l'a vu, ça l'a frustré énormément de ne pas être capable de compter des buts comme d'habitude. Si je peux ajouter, par contre, on parle de troisième, quatrième ronde pour Justin Poirier, puis ça, c'est mon avis à moi. Peut-être qu'il va sortir en deuxième ronde, je serais très, 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 très surpris, mais en troisième, quatrième ronde, je lance ça de même. Le Canadien de Montréal ont le choix entre lui et un autre joueur de n'importe quel endroit. Pourquoi pas prendre le risque? Un Joshua Roy, ça a fonctionné, qu'on pensait que ça allait aller nulle part. Alors, c'est toujours d'y aller avec le bon choix puis le bon numéro. Justin Poirier en deuxième ronde, ben, là, tu te dis c'est trop tôt, mais en troisième, quatrième ronde, pourquoi pas? Moi, je me dis justement en deuxième ronde, peut-être qu'une équipe, tu sais, à Montréal en deuxième ronde, il n'y aurait aucun sens là-dedans. Puis même moi, qui est grand fan de Poirier, je ne supporterais pas cette. Tu vas chercher un joueur qui remplirait le rôle que tu as déjà un joueur dans ton équipe qui remplit. Tu sais, Cole Caulfield et Justin Poirier, est-ce que c'est le même joueur? Non, pas du tout. Mais est-ce qu'ils remplissent le même rôle dans un top 6? Oui, je crois absolument. Fait que ça sert à rien d'aller chercher quelque chose que tu as déjà, surtout quand il est signé long terme. Le Caulfield, on le sait qu'il est là pour longtemps. Puis moi, mon gros doute, ce qui me fait douter, puis c'est pas juste Poirier, c'est tous les joueurs de Bécomo, c'est vraiment la stratégie de l'équipe. C'était une équipe qui était jeune, puis qui dépendait beaucoup de la contre-attaque. Ça fait du hockey qui est super, super, super excitant à voir, mais je trouve ça tellement difficile d'évaluer les joueurs de Bécomo à cause de ça. Prends, admettons, un autre joueur que j'aime beaucoup, puis qui est 5e dans mon top 5 de la GMQ, Alexis Bernier. J'en ai parlé toute la saison. J'aime beaucoup ce joueur-là, mais
Maudit que j'ai hâte de le voir jouer dans un système plus traditionnel. Qu'est-ce qu'il peut faire quand il est installé en zone à la place de tout le temps la première passe? Puis quel pourcentage de ses assists, admettons, viennent de ça, de lui qui relance la rondelle en contre-attaque, puis qui sont juste plus rapides qu'une autre équipe de la GMQ, puis ça finit en but de Poirier. Là, combien de points est-ce que ce gars-là va vraiment pouvoir avoir dans une attaque plus traditionnelle? Puis ça va pour Boilard, Poirier, Bernier. Je trouve ça vraiment difficile de les évaluer. Très bon point parce que justement, un style comme ça, qui mise sur la contre-attaque, c'est pas nécessairement un style de jeu qui est bien transposable dans la Ligue nationale. C'est pas ce style-là qu'on joue. Souvent, on va plus remettre la rondelle derrière les défenseurs puis aller travailler en fond de zone. Si je peux comparer, par exemple, avec les Knights de London, puis Sam Dickinson, qui est un autre genre d'espoir, qui est un bien meilleur espoir, mais quand même, les Knights jouaient un style de jeu Ligue nationale. Easton Cowan passait la ligne rouge et la plupart du temps remettait la rondelle derrière les défenseurs, allait la chercher et on créait de l'attaque ensuite. Et que c'est beaucoup plus facile à juger dans des styles comme ça. Et Sam O'Reilly, justement, on sait que son jeu va probablement bien se transposer à la Ligue nationale parce qu'il jouait à London sous Hunter, justement. Si je peux juste rajouter une petite question pour Renaud. Là, on parle de la GMQ, c'est pour ça que ça fait des petits débats. Maxime Massé, il est combienième dans le classement? Moi, j'ai pas de classement. J'ai un classement qui est, en fait, j'ai classé un top 16. Fait qu'il est pas dans mon top 16. Moi, Maxime Massé, c'est vraiment difficile, puis c'est ça qui a été mon gros challenge pour faire mon top 10 aussi. C'est, tu sais, est-ce que tu vas chercher un joueur pour sa safety ou bien pour le potentiel? Puis c'est pour ça que moi, admettons, on parlait tantôt d'un joueur qui pourrait faire des débats. C'est pour ça que moi, Zane Parek, dans mon classement, est numéro 5, beaucoup plus haut que dans le vôtre, parce que pour lui, c'est sûr que c'est plus risqué, mais son potentiel m'a fait le mettre là. Maxime Massé, dans un classement, est-ce que je le mettrais plus haut que Poirier, même si son potentiel, à mon avis, si les deux gars rentrent en plein dans leur potentiel, est plus bas? Oui, je pense quand même, parce que c'est un joueur vraiment très safe. Et je pense que Maxime Massé, soit avec le choix numéro 32 de Anaheim, ou bien dans les premiers choix de deuxième ronde, je pense que ça a beaucoup de sens. Puis justement, on parle juste pour le fun, on parlait des Canadiens. Si en deuxième ronde, le Canadien pense qu'ils peuvent aller ajouter du 16 puis qu'ils ont quelque chose. Maxime Massé, je pense que c'est juste quelqu'un qui manque un peu de plan. S'il y a une équipe qui pense qu'il peut aller le prendre, une équipe, ça peut être les Canadiens, qui vont le prendre puis qui pensent qu'ils peuvent lui donner un rôle, une vision claire de quoi faire, à la place de lui dire « Hey, tout dépend de toi, puis tu dois être le partant, piqué, pipi, partout pour comme à Chicoutimi cette saison. » Je pense que ça peut être un excellent pic. Je pense que ce gars-là a juste besoin d'être un peu plus guidé, de savoir un petit peu plus ce qu'on attend de lui. Exact. Je pense qu'il s'est mis beaucoup de pression aussi avec son année de repêchage. Puis au lieu d'essayer d'être le joueur qu'il est réellement, il a essayé d'être un joueur beaucoup trop complet. Il essayait de tout faire sur la patinoire au lieu de se fier simplement à ses instincts qui sont des instincts de marqueur. Il s'est peut-être dénaturé un petit peu, puis ça lui a fait mal au niveau des classements. Mon point, justement, c'est que les gens ont été déçus de sa progression offensive à son année de 16 ans et 17 ans, parce que si on va voir ces deux saisons, c'est très, très, très similaire. Mm-hmm. Parce que quand tu ne regardes pas vraiment les joueurs et tu te fies juste à ça, c'est normal, on ne peut pas tous les regarder. Mais je suis allé le voir à Rimouski, Chicoutimi joue quand même souvent contre l'Océanique, puis j'ai été très impressionné par sa game de 200 pieds. Mais c'est vrai, comme Alex il dit, il a voulu se dénaturer. Je crois qu'il a tellement voulu avoir une game complète pour être repêché, puis bien paraître avec les recruteurs, que ça l'a changé un petit peu. Mais comme choix de deuxième ronde, pour faire première ronde, honnêtement, tu sais qu'à 100%, il peut jouer sur un troisième trio de la Ligue nationale, puis capable de jouer sur un deuxième powerplay, puis peut-être que même retrouver sa petite touche offensive qu'il avait à 16 ans, puis jouer sur un deuxième trio. Alors, pourquoi pas? Moi, je suis un grand fan, je m'en cache pas, de Maxime Massé, mais au bon temps. Oui, c'est sûr. Mais c'est ça, le Maxime Massé, moi aussi, je suis fan. C'est juste que, pour le plaisir de regarder Poirier jouer, puis en tout cas, ça va vraiment rentrer dans, Poirier, il y a tellement de variables qui pourraient faire en sorte qu'il échoue. Fait que ça va vraiment dans à quel point est-ce que tu crois qu'il pourrait rentrer dans son potentiel. Puis
moi, je suis un peu plus optimiste que les autres, fait que c'est pour ça que je le mets plus haut. Après, c'est sûr que si je faisais un mock draft, il n'y a aucun monde où est-ce que Poirier sortirait avant Maxime Massé. Mais écoutez les gars, pour ceux qui nous écoutent audio, qui n'ont pas eu la chance de voir le visuel, je voulais juste dire que Alex va faire un visuel pour le repêchage, fait que vous allez pouvoir retrouver ça sur les réseaux de la première ronde ou bien sur les réseaux de Sur la Bande, ça va être mis partout. Je mettrai un lien aussi dans la description du podcast sur les plateformes auditives. Puis là, écoutez, avant de vous laisser puis de se faire la partie triste, là, le bye-bye les gars, je voulais juste si jamais il y a des gens là, qui nous ont écoutés et qui ont dit « Hey, Alex et Michael sont super intéressants. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous suivre? Quel genre de contenu on peut trouver puis où? » Les pages de la première ronde, en fait, c'est principalement sur X, un petit peu de contenu également sur Instagram. Donc, c'est A1ERE ronde sur les deux plateformes. Le genre de contenu qu'on peut retrouver, beaucoup de vidéos d'espoir. Souvent, là, je vais prendre des faits saillants des espoirs. Pendant la saison, j'en fais pratiquement tous les soirs. Beaucoup de descriptions d'espoir aussi. Quel genre de joueur pourrait être dans la Ligue nationale. Des classements, un en début de saison, à la mi-saison, un en fin de saison et plusieurs mock drafts aussi au courant de l'année. Puis écoute, là, ça va faire une couple de fois, Alex, avec le petit segment de la dernière fois, l'épisode sur le U18. Puis ça a été vraiment le fun de parler avec toi. Puis Michael, merci d'être venu. Puis ça a été super intéressant de parler avec toi aussi. J'espère avoir la chance de travailler avec vous pour la saison 3 parce que finalement, c'est ça, c'est le dernier épisode dans le mille, l'épisode spécial pour cette saison. Fait que j'espère pouvoir vous retrouver pour la saison prochaine. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris 1h30 de votre temps pour être venu faire ça avec moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir écouté.